Bonjour tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo et un nouvel update lecture. Donc comme vous pouvez le voir, tout est vide, absolument toute la pièce est vide, il n'y a même plus tous les cartons, voilà, nous commençons déjà à déménager toutes les bibliothèques normalement. La prochaine vidéo, il n'y aura plus ces bibliothèques-là parce qu'on les déménage ce week-end. Donc ça fera assez vide derrière les vidéos, mais ce ne sera que pour mieux repartir à partir du mois d'août. Je sais pas comment je vais gérer au mois d'août parce que forcément les premiers week-ends d'août nous déménageons. Je sais pas comment ça va se faire niveau vidéo. Peut-être que j'en pré-filmerai en juillet au cas où si j'ai pas le temps, si tout n'est pas installé ou quoi. Mais voilà, on verra bien comment ça se prépare, comment on visualise les choses pour le mois d'août. En tout cas, là, pour le moment, aujourd'hui, nous avons 5 livres dont nous allons parler. Donc, comme vous l'imaginez, eh bien, ma pile à lire a disparu, hein, le meuble était juste là. Là, actuellement, il est dans ma voiture. Donc, pendant 2 mois, voire peut-être 3, ce ne seront que des emprunts. Donc, cette semaine, j'ai fini 3 séries, 3 duologies, j'ai fini. Et j'ai recommencé une série qui, je pense, va me prendre du temps à finir parce que je me suis lancée encore dans un truc à plusieurs tomes. Mais bon, ils sont quasi tous dispo à la bibliothèque, donc c'est pas trop cher payé. Donc, on va commencer par la première série que j'ai terminée. Il s'agit de les Gardiens des Quatre Orients, le tome 2. Donc, je vous avais parlé la semaine dernière du premier tome, et le deuxième tome est vraiment excellent. J'ai adoré cette duologie, c'est vraiment une duologie coup de cœur que je vais aussi demander au travail d'avoir, parce que ça, c'est pas dans ma bibliothèque à moi. J'ai adoré, donc là, on va être sur le combat final, sur le dénouement forcément. Mais il va y avoir énormément de révélations, énormément de grands moments très forts au niveau des émotions parce que il va y avoir des personnages qui vont être dépassés par leurs émotions et par leurs pouvoirs, qui vont totalement changer de caractère. Donc ils vont essayer de ramener ce personnage à sa propre personnalité. Donc c'est des combats entre amis, c'est des combats entre différentes façons de penser. On nous dépeint aussi un nouveau visage de la grande méchante de l'histoire que j'ai bien aimé et qui peut se comprendre en tant que maman. J'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Les pouvoirs ici sont beaucoup plus développés, c'est normal. Hein, nos héros ont grandi, ont pris de l'expérience et donc tout ça s'est développé. J'ai trouvé que c'était vraiment un très bon deuxième tome et vraiment une très bonne duologie dans l'ensemble. Il y a vraiment tout ce qu'il faut et puis toujours ce côté mythologie asiatique qui rend vraiment les choses très épiques, je trouve, beaucoup plus spirituelles. J'ai vraiment adoré ça. Donc voilà, en plus ce sont des très beaux objets livres. On a des nouveaux personnages qui vont donner un coup de peps aussi à l'histoire, des nouveaux Totang, dont celui-ci que j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai plein que de bonnes choses à dire sur cette série. Je n'ai vraiment aucun point noir. La plume est vraiment géniale. Apparemment, l'autrice est aussi très abordable parce que j'en ai discuté avec le bibliothécaire. Elle s'était déjà rendue dans le coin pour faire des salons littéraires et voilà, c'est une autrice très abordable. J'aurais bien aimé la voir. Je pense que c'est une série que, si je trouve d'occasion, j'aimerais fortement l'avoir dans ma bibliothèque parce que ce serait vraiment un régal de faire lire ça à mon fils plus tard ou juste moi pour le relire dans quelques années parce que c'est vraiment un énorme coup de cœur cette duologie. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je vais essayer de le faire lire à mon mari parce que ce sont pas des livres très longs. Mais voilà, je préfère l'avoir à la maison parce que bon, les romans c'est quand même un peu plus long que des BD. Donc si j'arrive à me les acheter d'occasion, ça serait pas mal pour le faire découvrir à mon mari qui est lui aussi très branché mythologie asiatique. Hein, il a plein de tatouages sur lui, euh, sur des dragons, des carpes, bon voilà. Bref, une très bonne duologie, d'autant plus que je pense qu'il y a différents niveaux de lecture, enfants, ados et adultes.
Donc je trouve que c'est super complet pour des petits romans comme ça. C'est vraiment, vraiment un gros, gros banger, comme disent les jeunes. Ensuite, j'ai terminé la série La Révolte des Dragons. Donc là, celui-ci, il est écrit par Jessica Khoury, alors que le premier tome est écrit par Angie Sage. Dans le date lecture précédent, je vous disais que j'avais un peu peur de voir comment ça allait se passer avec le changement de plume. J'ai pas trouvé de grande différence, je trouve. En tout cas, je lui ai mis un 5 sur 5, donc vraiment, ça ne m'a pas dérangé. C'était un petit peu plus lent, forcément, parce que comme eux, ben, on est un peu bloqué, on essaye et puis on échoue, puis on essaye et puis on rééchoue. Ils ont du mal vraiment à trouver un bon rythme, à trouver une bonne manière de fonctionner. La relation entre le nouveau personnage et notre jeune Ali est très compliquée, je trouve. J'ai j'ai eu beaucoup de mal avec le personnage d'Ali dans ce deuxième tome. Heureusement qu'après, ça rentre un peu dans le bon chemin. Mais j'ai trouvé elle avait un comportement qui était vraiment horrible et pas du tout justifié. Avec notre jeune nouvelle héroïne qui va rejoindre tout ce petit peuple, Cyrine, je trouvais qu'elle était tout à fait correcte. Peut-être pas là pour les bonnes raisons, en tout cas les mêmes raisons que les autres, mais j'ai trouvé qu'elle avait vraiment que de bonnes intentions et j'ai trouvé Ali très très injuste avec elle, donc c'est peut-être le point noir de cette histoire, c'est Ali qui est vraiment qui a pris le melon, je pense, et qui a du mal à ce qu'il y ait une autre personne qui s'ajoute à ce groupe et qui se révèle avoir, ma foi, parfois de bonnes idées, parfois une meilleure utilité qu'elle, selon les problèmes qu'ils vont rencontrer dans l'histoire. J'ai beaucoup aimé, par contre, ouais, ça c'était super original. On va parler du Loch Ness dedans, je vous en dis pas plus parce que ça fait partie du truc. Mais j'ai trouvé ça super bien de la part de l'autrice de rajouter ce petit truc-là dans cette histoire. Ça nous raccroche bah, du coup un petit peu la réalité. Ça nous donne parfois, bah, pourquoi pas, des idées sur ce qu'est vraiment le monstre du Loch Ness. Ça peut être pas mal. Voilà, j'ai trouvé que c'était un très bon deuxième tome. C'est vrai que, par contre, j'ai pas trouvé d'infos, mais en vrai, le tome 2, enfin, l'histoire ne se termine pas. Je veux pas dire que c'est un bon final, puisque pour moi, ça ne se termine pas, étant donné que le problème n'est pas réglé. Le problème initial n'est pas réglé, donc il n'y a pas de fin. Ou alors c'est une fin ultra ouverte. Mais je pense qu'un troisième tome serait le bienvenu pour qu'on sache ben, ce qu'ils vont devenir, ce qui va se passer. Parce que vraiment, il n'y a pas de fin. Si vous voulez, il y a une espèce de combat, mais ce combat ne mène à rien. Parce que quelque chose a échoué. Donc en fait, on se retrouve dans la même situation qu'on se retrouvait au début du roman et à la fin du tome 1. Donc ouais, ça c'était assez dérangeant. Je l'ai quand même mis un 5 sur 5 parce que c'était un très bon deuxième tome. Mais c'est pas, pour moi, c'est pas fini cette histoire, quoi. Et le problème, c'est que ben, le tome 2, il est sorti en 2022. En 4 ans, il n'y a eu aucune nouvelle pour un tome 3. Il n'y a pas de troisième tome, je crois, en VO. Donc, ouais, c'est assez frustrant quand même. Mais bon, j'ai envie de dire qu'on a un peu, on commence à prendre l'habitude à ce que les séries ne soient pas terminées. C'est très dommage, mais bon. On n'a pas vraiment le choix en vrai, hein. Par contre, là, j'ai vraiment terminé une duologie. Là, c'est vraiment une fin. Il s'agit du tome 2 de Witch Hunter. Donc, ça s'appelle L'assassin du roi. De Virginia Baker. Donc, là, je lui ai mis un 4 sur 5. Parce que pour le coup, ce tome 2, il y a beaucoup de passages lents aussi. Mais, il y a toujours un mais, hein, mais une bataille, ça se prépare. Une bataille, ça se prépare. Donc, on réfléchit, on s'entraîne, on réfléchit, on s'entraîne, on observe, on monte des plans. Ma foi, voilà, on ne peut pas partir tête baissée. Mais j'ai bien aimé ce tome 2. J'ai trouvé que tout le monde retrouvait sa place initiale pour certains personnages qui s'étaient un petit peu perdus au fil du tome 1. On va dire que tout le monde a sa place. Les choses rentrent un petit peu dans l'ordre. J'ai bien aimé l'avancée du personnage principal, donc de Elizabeth, avec sa petite histoire avec John. J'ai trouvé que la fin aussi pour un certain personnage
était plutôt bienvenue et ça rendait l'histoire vraiment euh, close dans la globalité, même si c'est pas une happy end. J'ai trouvé que c'était une bonne histoire. Voilà. Je pense que c'est un petit peu, si vous voulez, le précurseur du genre de Heartless Hunter et Rebel Witch. On est vraiment à peu près dans la même chose, sauf que là, ben, c'est la chasseuse qui tombe amoureux du sorcier, et alors que dans Rebel Witch, c'est ben, le chasseur et la chasseuse qui tombent amoureux ensemble. Enfin bref, Euh, j'ai bien aimé. Mais c'est vrai que c'est quand même assez similaire à Rebel Witch. Mais bon, celui-là, il est sorti en 2016, donc il n'y a pas forcément de plagiat, mais c'est quand même assez similaire. Il y a quelques originalités, il en faut bien, hein. Mais je trouvais que c'était très bien. Voilà, je lui ai mis un petit 4 sur 5 pour ce côté où c'est un petit peu redondant du fait de la situation dans laquelle ils sont. Et j'ai trouvé aussi, il y a eu l'ajout d'une certaine communauté de sorciers qui ont rajouté un peu de peps parce que les personnages ils sortaient un petit peu plus du lot. Donc voilà, je pense que c'était dans l'ensemble une bonne duologie. Je me suis bien amusée. Le tome 1 reste quand même mon préféré parce qu'il y avait un peu plus de challenge, un peu plus de prise de bec, un peu plus de dialogue intéressant. Et voilà, là c'est juste un petit peu plus redondant. Après, on arrive voilà, où ça va vraiment rentrer dans l'action, mais c'est pas avant à peu près la moitié du roman. Mais voilà, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Je peux vous le conseiller si vous avez bien aimé Rebel Witch. Dans le style chasseur et sorcière qui tombent amoureux. Mais ça risque de vous faire vraiment copie avec Rebel Witch. Donc voilà. Mais si vous n'avez pas lu Rebel Witch, par exemple, lisez celui-ci. Ça peut être l'un et l'autre, voilà, ça peut être une bonne façon de se lancer là-dedans. D'ailleurs, si vous avez d'autres histoires avec des chasseurs et des sorcières, des chasseurs de sorcières et des sorcières qui tombent amoureux ou inversement, ça serait vraiment vraiment top parce que c'est pas une trope que j'arrive à trouver facilement sur Babelio ou sur internet. Vraiment, j'avais cherché des listes thématiques et si j'en avais 10 ou 15, c'était vraiment le bout du monde. Donc si vous avez d'autres histoires dans le même style, pas forcément la même histoire, mais juste la trope de départ, voilà, chasseur de sorcières et sorcière, ou sorcier et chasseuse de sorciers, bref, ça serait vraiment bienvenu. Ensuite, l'avant-dernier livre, c'est Uki de fourrure, le tome 3, donc je vous le présente là. Pour le coup, c'était un livre de ma palle, mais bon, il a fini dans les cartons. Donc, Uki de fourrure, le tome 3, en fait, c'est le tome 3 du cycle de Uki, mais c'est le sixième tome de la légende de Podkin en vrai. Parce que il faut vraiment lire Uki après avoir lu Podkin, sinon vous n'allez pas comprendre grand-chose, vous allez manquer pas mal de détails. Donc il faut vraiment vraiment lire Podkin et ensuite Uki. Donc là, si vous n'avez pas lu Podkin ni les deux premiers de Uki, ça va pas forcément vous parler, mais je peux dire en tout cas que ce tome 3, ce tome 6 est tout aussi sombre que le reste. Il faut savoir que l'univers de Podkin est pour moi, hein, un univers de high fantasy pour la jeunesse, parce que c'est un univers très très sombre, c'est un univers où il y a énormément de mauvaises choses, et avec une chasse aux mauvais esprits, des personnages qui sont torturés, des personnages pourtant jeunes et qui ont une vie très très compliquée. Donc quand on lit leur histoire, on sait qu'ils ont 11 ou 12 ans, mais on a l'impression qu'ils en ont 20 ou 30 parfois via leur manière de gérer les choses et de voir les choses, de penser les choses. Et je pense que pour moi, c'est vraiment de la high fantasy, comme si on lisait Seigneur des Anneaux ou d'autres choses comme ça, parce que c'est quand même très compliqué. C'est tout un univers qui a été créé autour de lapins. Donc ça, c'était vraiment, vraiment, j'ai vraiment adoré ça. On a des gerbilles géantes, des lapins qui montent des gerbilles. Il y a vraiment énormément de choses. On parle aussi beaucoup, beaucoup de mécanismes, d'industrialisation très poussés quand même. Et je trouve que ces histoires-là, elles devraient se lire à partir de 11 ou 12 ans. C'est marqué à partir de 9. Mais c'est un univers quand même qui est très très sombre, hein. Il ne se passe pas de très très bonnes choses. Comme je vous dis, les héros passent à travers des choses horribles, sont obligés de faire des choses horribles. Donc, pas à mettre entre toutes les mains, ou en tout cas,
pas avant un certain âge, mais tout ça rend la chose d'autant plus belle parce que avec tout ce qui se passe, avec tout ce qui traverse, ces jeunes héros sont vraiment exceptionnels. Ils sont super attachants. Et même si l'univers est sombre, on est addict parce qu'en fait, eh ben, pas n'est tout beau, tout rose, pas n'est tout facile, j'ai envie de dire. D'un certain sens, c'est un petit peu cathartique parce que on traverse aussi des périodes sombres et ça nous met vraiment dans un cocon. Et même on souffre avec eux, mais on est bien avec eux en fait. On est vraiment super bien avec eux. Et du coup, normalement, il reste encore 2 tomes dans l'univers de Podkin. Donc, je suppose qu'ils vont sortir, mais là encore, on n'est pas à l'abri des suites qui s'arrêtent comme ça. Mais normalement, il reste encore 2 tomes. Parce que, en fait, là, la mission d'Uki, si vous voulez, est terminée. Mais va se produire un événement qui fait qu'il va devoir combattre l'ennemi qu'a combattu Podkin dans la première trilogie. Donc c'est un revirement de situation super intéressant, super original, je ne l'avais pas du tout vu venir. Après c'est vrai que ça aurait été une happy end, ça aurait été bien aussi je pense. Mais ce revirement de situation, ma foi, c'est plutôt pas mal. On repart de plus belle. En plus, ce sont maintenant des laperos, hein, ce sont des lapros, qui ont tellement appris à vivre ensemble, à vivre comme des baroudeurs. Ils ont appris à défendre, à aimer vivre dans la nature, à se battre pour le bien. Qu'ils sont presque contents que ça se finisse comme ça. Parce que du coup, ils savent qu'ils vont repartir pour une aventure, qu'ils vont revivre tout ça ensemble, etc. etc. Donc j'ai vraiment super hâte en vrai de lire le tome 4 et 5 qui va normalement sortir quand je sais pas, parce que celui-là, il est sorti en mai 2026, le 14 mai 2026 il est sorti, donc je pense qu'on a le temps encore pour la suite. Mais vraiment, c'est un univers qui est vraiment super super plaisant. Je n'ai été déçue d'aucun des livres. J'ai même du coup en fait, j'ai toutes. Non, j'ai pas le premier tome du Ki. J'ai les 3 tomes de Podkin et j'ai le tome 2 et 3 du Ki. Le premier tome, je l'avais lu en emprunt. Mais voilà, c'est vraiment une série de fantasy qui est vraiment, vraiment géniale. Et autant pour les jeunes à partir de 11 ans, que pour les adultes. J'ai trouvé ça vraiment super, super bien. Même pour les ados, ça peut être vraiment, par exemple, un très bon tremplin pour se lancer dans Seigneur des Anneaux ou Le Hobbit ou d'autres styles de fantasy sombres comme ça. C'était vraiment génial. Voilà, je vous le redis, c'était vraiment génial. Ensuite, le dernier livre, et pas des moindres, j'ai relu Ne me touche pas de Tahereh Mafi. Donc, la première fois que je l'ai lu, et j'en avais fait la chronique sur Babelio, j'en avais parlé sur Instagram, je l'ai lu en 2014. Donc, je l'ai lu, en vrai, il est sorti en 2011, et moi, je l'ai lu en 2014 déjà. Donc, 12 ans après, je le relis. Et je vous lis en 2014, j'ai dit que c'était une pépite d'or. Que je n'ai pas été déçue. Bon, voilà. Et je peux vous redire la même chose 12 ans après. J'ai adoré ma lecture. C'est un coup de cœur, encore. Et là, du coup, quand je vous disais que je me suis lancée dans une série, encore un nombreux tomes, c'est celle-là. Là, actuellement, j'ai commencé le tome 2. Je pense finir le tome 3 d'ici mercredi prochain. Après, je vais me lancer sur d'autres lectures parce que j'ai envie de mettre un peu des pauses entre les cycles. Parce que du coup, en fait, je savais pas, mais la première trilogie, c'est le cycle 1. Il y a une deuxième trilogie aussi, le cycle 2. Et entre, il y a plein de petites nouvelles. Cela étant dit, ce matin, j'ai essayé de lire la nouvelle Ne me résiste pas, donc qui est en fait la nouvelle qui porte sur Warren, un petit peu l'antagoniste de l'histoire, un petit peu carrément. Mais je suis pas arrivée jusqu'au bout parce que je suis arrivée quand même à 46% de cette nouvelle, mais je suis pas arrivée jusqu'au bout parce que je ne le supporte pas en fait. Et même si on essaye de le dépeindre comme quelqu'un qui a des raisons pour se comporter comme ça, j'ai pas accroché. Donc j'ai pas forcé, ça ne sert à rien. Mais du coup, là, j'ai lu les 50 premières pages du tome 2 et ça marche toujours. Voilà, je suis toujours dedans, donc je vais continuer comme ça. Je vais lire le tome 2 et 3. Au boulot, j'ai le tome 4 et 5. Il y a juste le 6 que j'ai pas, mais que je pourrais trouver ensuite. Mais du coup, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. En fait, euh, le personnage de Juliette
est un personnage qui est vraiment perdu psychologiquement. Elle a vraiment plein de tocs et tout, mais j'ai trouvé ça génial. Parce qu'on ne nous dépeint pas une héroïne forte, une héroïne qui est clean, qui se pose des questions ou autre. Non, c'est vraiment totalement différent. Elle a vraiment des tocs, elle a vraiment des manières de se rassurer qui est hors du commun. Elle compte énormément, elle écrit. Quand elle écrit, elle barre très souvent ce qu'elle dit pour dire l'opposé parfois pour se rassurer. Par exemple, voilà, vous voyez, elle va barrer ce qu'elle pense vraiment et ensuite elle va réécrire ce qu'elle se force à croire. Et j'ai trouvé cette psychologie du personnage vraiment super intéressante parce que c'est un peu ce qui se passe dans la vie de tous les jours quand on est un peu comme elle, par exemple. Et je pense que quand je l'ai lu en 2014, j'avais quel âge? 14, je suis de 98, j'avais 16 ans. Donc j'avais peut-être pas le même recul quand j'avais 16 ans que maintenant j'en ai 28. Euh, mais j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Le Adam, je comprends pourquoi je l'ai aimé. Je l'aime toujours autant. Euh, mais là, dans le tome 2, j'ai hâte de savoir comment il va tourner parce qu'on commence vraiment sur un tout autre Adam, le deuxième tome. Et je me dis que, en vrai, ça fait du bien aussi de voir un peu les green flags parce que c'est vrai que depuis que je me suis mis à la romantasy, il y a que des enemies to lovers. Et vraiment très très peu de mecs green flag. On leur trouve des excuses, c'est ok. Mais lui, pour le coup, je trouve qu'il était vraiment bien. Et enfin, j'avais un petit peu oublié les tenants et aboutissants de leur romance. Mais c'est vrai que tout au long de ma lecture, quand je voyais avancer Juliette et Adam, je me disais, mais à quel moment ça va partir en vrille? En quel moment il va se révéler être méchant, se révéler être pas bien, à avoir menti, machin, machin. Et en fait, pas du tout. Et donc, du coup, ça m'a surpris. Mais ça fait du bien au final. Et s'ajoute à ça d'autres personnages, dont Kenji, qui au début, dans ce premier tome, est un peu insupportable, mais qui au final, dans ce tome 1, qui au final, je pense, va se révéler être un petit peu la soudure entre eux et le reste du monde. Et j'aime beaucoup, beaucoup ce personnage aussi. Il est assez drôle, il est vraiment le mec qui est là pour la bonne humeur et qui essaye de faire son possible pour rendre les choses un petit peu plus positives que ce qu'elles sont. Mais ça, il faut que je creuse le tome 2 pour vous en dire plus. Mais pour l'instant, c'est ce que je pense de ces personnages. Le personnage de James m'a vraiment beaucoup touché aussi. Je sais pas si j'en avais parlé dans ma première chronique. Mais le personnage de James, donc le petit frère de Adam, était vraiment aussi très très touchant. Ça donne aussi un autre côté de Adam que le preux chevalier. Il est bien tout autre chose. On voit bien qu'il s'est sacrifié pour son petit frère. Et aussi, j'avais complètement aussi zappé cette histoire de redressement suite aux catastrophes naturelles qui ont fait que c'est compliqué de vivre sur la Terre maintenant. Et bah oui, en fait, c'est clairement une dystopie. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, donc j'ai vraiment envie de creuser tout ça. J'ai entreaperçu le personnage, donc le directeur de ce redressement. Redressement? Oui, c'est ça, c'est le redressement, non? Qui est le père du coup de Warner. Et j'ai envie de creuser tout ça en vrai, hein. Et il y a énormément de choses qui sont soulevées là-dedans. On va commencer à creuser le cas de Juliette et de ses pouvoirs. Vraiment, il y a vraiment plein de choses dans cet univers qui fait que je pense que le tome 2 et 3 vont passer comme une lettre à la poste. En tout cas, je l'espère parce que sinon je serais déçue. Mais je comprends l'engouement parce que c'est vrai que ça date du coup de 2012 et en fait c'est Michel Lafon qui a décidé de rééditer cette série avec les couvertures VO. Ça c'est les couvertures d'origine. C'est vrai que bon, celle de 2011, ça rend pas trop justice à l'histoire en elle-même, mais même celle-là, je comprends pas trop les couvertures avec les yeux, le rapport avec l'histoire. Mais bon, elles sont jolies. Et de toute façon, c'est la seule édition qu'on a au travail, donc je vais pas me plaindre. Mais je suis très contente du coup de me relancer dans cette série qui a bercé mon adolescence. Je pense qu'en août, je vous ferai une vidéo parce que du coup, ma palle est quasi constituée maintenant à 70% que de séries que j'ai commencé quand j'étais ado et que je n'avais jamais terminé. Et c'est que des livres, en fait. J'ai revendu des livres sur Vinted et avec ces sous-là, je me suis racheté pour pas grand-chose, à peu près, genre 5 euros à peu près pour 4 livres, entre 5 et 7 euros pour toutes les séries que j'ai eues. Mais par exemple, j'avais commencé Envoûtement de Carrie Jones.
J'avais lu le premier tome, je n'ai jamais lu la suite, donc là pour 5 euros, je me suis acheté les 4. Numéro 4, le film, j'avais adoré. Et du coup, je me suis acheté les 2 premiers tomes pour 3 euros. La Maison de la Nuit, pareil, je l'ai eu quand j'étais ado dans ma bibliothèque. Et puis après, je sais plus pourquoi, on a dû faire du tri et tout, je l'ai plus. Donc je me suis acheté les 7 tomes, donc la série complète pour 10 euros. Voilà, que des trucs comme ça, que des séries d'ados que j'avais lues ou que je voulais lire quand j'étais ado et que j'avais pas pu. Donc ça va être aussi une année, je pense, assez nostalgique. Je me dis pas qu'il faut que je les lise en 2026. Franchement, j'ai le temps. Parce que vu que ce sont des séries qui me tiennent à cœur quand même, parce que j'ai un passif avec elles, j'ai pas envie de m'en dégoûter. C'est pour ça que je vais mettre, enfin, dans ma tête là pour l'instant, je me projette pas de lire le cycle de suite. Je veux prendre mon temps avec la première saison. Si je vois que vraiment après le tome 3, j'en peux plus, il faut vraiment que je lise le 4, je verrai ce que je fais. Mais bon, j'ai d'autres emprunts et là, ben, la différence avec la palle, c'est que les emprunts, on a des dates à respecter. Si vraiment je veux lire le tome 4, et ben, tome donc, 4, 5 et 6, je serais forcée quand même d'attendre au moins juillet, août pour les lire parce que j'ai déjà plein d'emprunts qui vont jusqu'à fin juillet. Mais je sais que je les aurai au travail de toute façon. Donc rien n'est perdu, il faudra juste que j'attende un peu. Et puis de toute façon, en fait, quand on attend entre différents tomes ou autres, ça peut être une bonne et une mauvaise chose parce que euh, une mauvaise chose dans le sens où eh ben, tu peux très vite oublier, tu peux avoir un peu de mal à te remettre dedans. Mais une bonne chose aussi parce que du coup, tu sais que tu vas te relancer dans un univers qui te fait plaisir, donc tu vas te languir en fait de ta lecture. Ça va te donner un sentiment que tu te dis j'ai trop envie, j'ai trop envie. Et cette attente-là, je trouve que c'est super bien. Par exemple, là, comme là, donc celui-là, je l'ai lu samedi. Et les 50 premières pages du tome 2, je les ai lues là que ce soir. Donc rien que là, le battement de peut-être 12 ou 13 heures, j'étais super excitée de lire ce tome 2. Et, euh, et voilà, l'attente parfois fait du bien. Ça permet aussi de poser les choses, de faire un petit peu le deuil entre ce qui s'est passé et recommencer après sur une nouvelle chose parce que je ne sais pas vraiment le lien qu'il y a entre le 3 et le 4. Je verrai, je pense, quand je lirai le 3. Mais si on parle de saison, je pense que c'est parce qu'il y a quand même un lapsus de temps qui se serait passé entre la saison 1 et la saison 2. On verra bien. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, je suis vraiment à fond dedans. Et je sais que sur ma table de nuit, il y a d'autres livres aussi que j'ai vraiment super hâte de lire, comme par exemple Promise de Ali Kondi. Ça aussi, j'ai lu le tome 1 et 2, mais j'ai jamais lu le 3. Donc il y a vraiment plein de choses sur ma table de nuit ils me font tous envie. Et je sais que je pourrai tous les lire. Donc il faut que moi je prenne aussi mon mal en patience. Mais voilà, je suis vraiment super contente. En tout cas, voilà, c'est hyper nostalgique, hyper important. Et je suis vraiment super contente de finir cette série parce que je me régale. Donc voilà pour moi cette petite update lecture. J'espère que ça vous a plu. Si vous aussi vous relisez des séries de quand vous étiez plus jeune, ou si dans certaines de ces séries, il y en a certains que vous connaissez, que vous avez aimé, dites-le moi en commentaire. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un très bon lundi et puis à très bientôt.